Alors, il y avait un deuxième exemple de base et de trouver les coordonnées d'un vecteur dans une base. Donc, on avait fait un exemple dans R3, je crois, oui, dans R3 la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, on va faire un exemple dans les polynômes. Donc, on avait déjà montré dans un exemple précédent, dans un exemple sur les polynômes, donc on avait déjà montré que cette famille est une base. Pourquoi? Parce qu'on avait montré que la famille était libre et puis on avait montré qu'elle était génératrice. Donc cette famille-là, on a déjà montré que c'est une base. Donc la question, c'est si on prend un polynôme P, par exemple, si on prend le polynôme 1 plus x moins x2, on va essayer de déterminer les coordonnées de ce polynôme-là dans la base B. Alors la base B, ce n'est pas la base canonique de R2, mais alors avant de faire dans la base B, on peut se poser la question, si on travaille dans la base canonique, donc si on travaille dans la base canonique de R2 crochet X, donc la base canonique, ça veut dire qu'on travaillerait avec une base B2 formée, donc la base canonique, ça vous impose les vecteurs, donc la base canonique de R2 crochet X, c'est la famille 1x, x2. Si on a le polynôme P qui est 1 plus x moins x2, quelles seraient les coordonnées de P dans cette base canonique? Donc, effectivement, c'est 1, 1 et moins 1. C'est les coefficients qui sont... Donc, vous avez les vecteurs de la base, 1, x et x2. Donc, P, il faut trouver les coefficients qui sont devant ces éléments de la base. Donc, quand vous avez la base canonique de R2, lire les coordonnées, c'est juste lire les coefficients qui sont ici devant les monômes. Donc, les coordonnées de P dans B2 vont être 1, 1 et moins 1. Attention à l'ordre, il faut bien mettre les coefficients dans l'ordre des éléments de la base. Vous voyez pourquoi elle s'appelle canonique, même dans R2 ou dans R3. Canonique parce que c'est vraiment la base naturelle. Ici, pour lire les coefficients, pour lire les coordonnées dans la base canonique, on a juste à lire les coefficients qui sont devant les monômes. Donc les bases canoniques, c'est vraiment les bases les plus simples, les plus naturelles qu'on puisse trouver. Alors, maintenant, on change de base, on prend la base 1, x plus 1, x plus 1 au carré, et donc on va chercher les coordonnées de P dans cette base. Alors, que faut-il faire pour déterminer les coordonnées du polynôme P dans cette base? Quelqu'un peut nous expliquer? Personne? Par définition, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut déterminer les coefficients, donc il faut déterminer quels coefficients, donc il faut réussir à écrire P comme alpha fois 1 parce que c'est le premier vecteur de la base, plus bêta fois x plus 1. X plus 1, c'est le deuxième vecteur de la base, plus gamma, x plus 1 au carré. Si on arrive à décomposer P sous cette forme-là, les coordonnées de P dans la base seront les coefficients alpha, bêta, gamma qu'on a mis devant les vecteurs de la base. Donc, on fixe, on se prend 3 réels. Donc ici, on travaille dans les réels parce que c'est R2. Donc ici, qui appartient à R. Et donc, on veut écrire P comme alpha fois 1 plus bêta fois x plus 1 plus gamma fois x plus 1 au carré. Donc ça, c'est équivalent. On va identifier les coefficients. Donc P, on remplace par son expression, c'est 1 plus x moins x2, qui doit être égal à, on va développer en même temps de l'autre côté. Et après, on identifiera les coefficients. Donc on a alpha plus bêta x, plus, on développe ici le carré. Donc on va avoir gamma x2 plus 2 gamma x plus gamma. Donc maintenant, si on identifie les coefficients, alors les coefficients doivent être uniques. Alors, on a déjà montré, pour répondre à la question d'Alice,
comme on a déjà montré que la famille B est une base, si on arrive à écrire P sous cette forme-là, comme c'est une base, forcément les coefficients alpha, bêta, gamma seront uniques, parce qu'on a déjà montré que c'était une base dans un exemple précédent. Donc là, maintenant qu'on a décomposé, enfin qu'on a développé chaque polynôme à gauche et à droite, on identifie les coefficients. Donc nos inconnus sont alpha, bêta, gamma, que je vais mettre à gauche. Donc alpha plus bêta plus gamma doit être égal à 1. En x, nous avons bêta plus 2 gamma, qui doit être égal à 1. Et enfin, nous avons gamma, qui doit être égal à moins 1. On résout ce système. Gamma est égal à moins 1. Donc si on remonte bêta, ça va être 1 moins 2 gamma, donc ça va nous faire 3. Et alpha, c'est 1 moins bêta moins gamma, qui va nous faire moins 1. Donc finalement, P s'écrit sous cette forme-là. En plus, vous remarquez que comme on a travaillé par équivalence, on a bien montré en plus que les coefficients alpha, bêta, gamma, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'ils soient égaux à moins 1, 3 et moins 1. Donc au passage, même si ici on n'en a pas forcément besoin, on a bien montré que ces coefficients étaient uniques. Donc ainsi, on a montré que P s'écrit sous la forme, donc alpha c'est moins 1 fois 1, plus bêta, donc on a 3 fois x plus 1, moins une fois le polynôme x plus 1 au carré. Donc les coefficients sont moins 1, 3 et moins 1. Donc finalement, les coordonnées de P dans la base B sont, donc faites bien attention, il faut bien les écrire dans l'ordre des vecteurs. Donc avec le vecteur 1, il y a le coefficient moins 1. Avec le vecteur x plus 1, il y a le coefficient 3. Et avec le vecteur x plus 1 au carré, on a le coefficient moins 1. Donc voilà les coordonnées du polynôme P dans cette base B. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple sur les polynômes? Est-ce que tout le monde avait réussi à identifier le calcul qu'il fallait faire et ensuite à mener les calculs sans erreur? Vous êtes débordant de participation ce matin. Alors, donc on l'a fait pour un polynôme P spécifique, pour le polynôme 1x et moins x2. Donc maintenant, on va le faire pour un polynôme P quelconque. Donc si on veut le faire pour un polynôme P quelconque, ça veut dire qu'on va le faire pour un polynôme P qui va s'écrire sous la forme dx2 plus ex plus f. Donc ça, c'est un polynôme P quelconque dans R2 crochet x. Donc D, E et F sont trois coefficients réels. Donc ici, vous voyez, en fait, quand on donne un polynôme P, l'écriture qu'on donne ici, en fait, c'est un polynôme P qu'on écrit dans la base canonique. On a ça, c'est l'écriture de P dans la base canonique. Vous voyez, on ne réfléchit même pas depuis qu'on fait des polynômes. En fait, les polynômes, on les écrit dans la base canonique. Ici, on a 1 fois F, X fois E et D fois X2. Vous voyez, ici, on a les vecteurs. Là, il y a un 1. On a les vecteurs de la base canonique. Donc, on a un vecteur, on a un polynôme P, et donc on veut l'écrire dans notre nouvelle base B. Donc, on a encore... Donc, la question, c'est on est capable de déterminer les trois coefficients alpha, bêta, gamma qui appartiennent à R, et que P s'écrive comme alpha fois 1 plus bêta fois x plus 1 plus gamma fois x plus 1 au carré. Donc, comme tout à l'heure, on va identifier les coefficients. Donc, on a dx2 plus ux plus f qui doit être égal à, on redéveloppe encore une fois ce second membre,
Donc on a alpha plus bêta plus gamma. On réutilise le calcul qu'on a fait précédemment. En x, on va avoir bêta plus 2 gamma x. Et en x2, on a gamma. On identifie encore une fois les coefficients. Donc ça nous dit ici quels sont nos inconnus. Vous voyez, on a plein de lettres. Il faut bien avoir en tête quels sont nos inconnus et quels sont les paramètres qui sont fixés et qu'on ne va pas chercher. Donc ici, nos inconnus, qui sont-ils? Alors, est-ce que tout le monde est d'accord que les inconnus, ceux qu'on cherche, c'est D, E et F? Ou alpha, bêta, gamma? Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les coordonnées du polynôme P dans la nouvelle base. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est bien alpha. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est alpha, bêta et gamma. Ça va être les coefficients dans la nouvelle base. D, E et F, c'est les coordonnées, ce sont les coefficients qui sont fixés avec le polynôme P qu'on se fixe au départ. Donc D, E et F, on peut s'imaginer que c'est comme dans l'exemple précédent, on avait 1, 1 et moins 1. Maintenant, on n'a plus 1, 1 et moins 1, mais on a D, E et F. Ceux-là, ils sont fixés, ils ne changent pas. Ils ne bougent pas tout au long de l'exercice. Nos nouvelles coordonnées alpha, bêta et gamma vont bien évidemment dépendre des coefficients D, E et F de notre polynôme P. Donc, on identifie les coefficients. Donc, nos inconnus sont alpha, bêta, gamma, que je vais donc à gauche. Donc, alpha plus bêta plus gamma doit être égal au coefficient sans x de gauche, donc ici à F. Bêta plus 2 gamma doit être égal à E. Et enfin, gamma doit être égal à D. Donc maintenant, on résout ce système. On résout le système en ayant bien en tête que nos inconnus sont alpha, bêta et gamma. Donc la dernière ligne nous donne tout de suite que gamma doit être égal à 2. Si on remonte, ça veut dire que bêta, c'est E moins 2 gamma, c'est-à-dire moins 2D. Et enfin, alpha doit être égal à F moins bêta, donc moins E moins 2D, moins gamma, moins D. Donc ce qui nous donne F moins E plus 2D moins D, donc plus D. Donc finalement, on a trouvé les coefficients alpha, bêta et gamma qui dépendent bien évidemment des coefficients initiaux du polynôme P, mais tout ça nous permet de dire que le polynôme P s'écrit comme F moins E plus D fois 1, ça c'est le coefficient alpha, plus bêta fois le vecteur x plus 1. En fait, je remplace maintenant dans cette ligne-là avec les valeurs qu'on a trouvées, plus gamma, donc plus D, fois x plus 1 au carré. Donc, les coefficients ici, on les voit bien apparaître. Et donc, ce sont les coordonnées de notre vecteur P dans la base B. Donc, P a pour coordonnées donc F moins E plus D, E moins 2D et D dans la base B. Dans la base canonique, si on se place dans la base canonique de R2 crochet X, les coordonnées de P seraient, alors attention, il faut bien les écrire dans l'ordre de la base canonique. Dans l'ordre de la base canonique, c'est 1, X, X2. Donc les coordonnées seraient F, E et D.
Donc on a fait un changement de base, on a changé de base, et donc les coordonnées du polynôme P ont également changé. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple de base? Mallory? J'ai pas compris pour le coup de la base canonique. T'as pas compris quoi sur la base canonique? Bah, pourquoi on a juste F, E et D et pourquoi on n'a plus les autres? Enfin, qu'on n'a pas les moins de D, les plus D, moins E. Alors, la base canonique de R2 crochet X, c'est la famille de vecteurs avec 1, X, X2. Ça, c'est par définition, c'est ce qu'on a donné comme définition de la base canonique de R2 crochet X. Notre polynôme P, donc on a deux écritures possibles. Première écriture, le polynôme P s'écrit comme D x2 plus EX plus F, qu'on a aussi réécrit comme, après les calculs qu'on a fait, comme F moins E plus D fois 1 plus E moins 2D de X plus, et on avait le D x2. Si on pose la question, quelles sont les coordonnées du polynôme P dans la base canonique, c'est-à-dire comment on peut décomposer P selon ces vecteurs-là? Donc, pour voir ça, on regarde cette première égalité. On a bien un coefficient, on a bien un alpha fois 1 plus bêta fois x plus un certain gamma fois x2. Déterminer les coordonnées dans la base canonique, c'est réussir à écrire P comme une combinaison linéaire de ces vecteurs de la base. Et donc ça, c'est bien ce qu'on voit dans cette ligne-là. Et donc les coefficients sont simples, les coordonnées de P dans cette base canonique sont les coefficients que l'on peut lire dans la décomposition. Et donc les coefficients, le coefficient avec le 1, c'est F, le coefficient avec le X, c'est E, et le coefficient avec le X2, c'est D. Est-ce que ça va? Ok, d'accord, merci. Et si on regarde la deuxième écriture qu'on a vue, alors c'était pas x, mais c'était x plus 1, et c'était x plus 1 au carré, on a mis dans la nouvelle base. Dans la nouvelle base, on a une nouvelle combinaison linéaire pour le polynôme P, mais c'est une combinaison linéaire avec les éléments 1, x plus 1 et x plus 1 au carré. Donc si on regarde les coefficients qu'on a obtenus devant ici, ce sont les coordonnées maintenant de P dans cette base-là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question? Non, personne? Alors, donc, dans ce cas-là, on va passer aux bases extraites. Alors, vous voyez, j'espère que vous vous êtes rendu compte un petit peu intuitivement. Avoir une famille génératrice, si on veut avoir une famille génératrice, souvent, il faut beaucoup de vecteurs. Alors, je mets beaucoup entre guillemets. Beaucoup de vecteurs, pourquoi? Parce que, je vous rappelle, être génératrice, ça veut dire que F va pouvoir s'écrire comme le vecteur de la famille de vecteurs U1, U2, UP. Donc, si on veut que tous les vecteurs de F puissent être une combinaison linéaire, il faut qu'il y ait quand même suffisamment de vecteurs dans cette famille. Donc, c'est pour ça que je dis beaucoup de vecteurs. Et par contre, pour être libre, il faut qu'il n'y ait pas trop de vecteurs. Parce que si jamais on met trop de vecteurs dans la famille, au bout d'un moment, il y en a un qui va certainement s'écrire comme une combinaison linéaire des autres. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si on se place dans R2, donc dans le plan, si je veux une famille génératrice, si je prends ces vecteurs-là, voilà, j'en ai pris un certain nombre. Si je prends tous ces vecteurs-là, ça me forme une certaine famille.
ils sont en nombre assez conséquent. Est-ce que vous êtes d'accord qu'avec ces 6 vecteurs-là que j'ai dessinés, ça va bien former une famille génératrice? Si je prends n'importe quel vecteur dans le plan, ils vont s'écrire comme combinaison linéaire de ces 6 vecteurs. Est-ce que vous êtes d'accord qu'intuitivement, ici, ça va marcher? Par contre, avec ces 6 vecteurs-là, comme j'ai 6 vecteurs dans R2, bah, vous vous rendez bien compte que, par exemple, comme j'ai 6 vecteurs dans R2, la famille ici, elle n'a aucune chance d'être libre. Il y a trop de vecteurs. Donc, c'est ça qu'on va faire dans cette partie-là. Donc, base extraite, c'est quand on a une famille génératrice, donc par exemple, ici, avec ces 6 vecteurs-là, j'ai une famille génératrice, mais elle ne forme pas une base. Elle ne forme pas une base parce qu'on s'est convaincu que ces 6 vecteurs-là n'étaient pas libres. Il y a trop de vecteurs. Donc, comme il y a trop de vecteurs, qu'on a une famille génératrice, on peut donc, le théorème vous dit, alors je peux extraire une base de G. Extraire une base de G, ça veut dire qu'on va pouvoir enlever certains vecteurs avec certaines conditions. On va pouvoir enlever un certain nombre de vecteurs de cette famille génératrice pour conserver le caractère génératrice, mais pour qu'elle devienne libre. Et donc, si ça reste génératrice et que ça devient libre, ça va donc devenir une base de E. Donc, c'est ça que vous permet de faire ce théorème. On va donc enlever, comment on va faire ça? On va enlever 1 à 1 les vecteurs de la famille génératrice qui sont combinaisons linéaires des autres. Si on a une famille F qui est composée de 4 vecteurs, imaginons qu'on a 4 vecteurs qui sont, comme c'est un vecte, c'est une famille génératrice. Si U4 est une combinaison linéaire des 3 premiers, dans les propriétés des familles génératrices qu'on a données, s'il y a un vecteur qui est combinaison linéaire des autres, alors je peux l'enlever de la famille et ce qui reste génératrice. Et donc ainsi, on va pouvoir diminuer au fur et à mesure le nombre de vecteurs qu'on a dans notre famille pour espérer à la fin, le théorème vous dit que forcément à la fin ça fonctionne, quand on en aura enlevé le nombre suffisant, à la fin on obtiendra bien une famille qui formera une base parce qu'on aura obtenu la liberté de la famille. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant avec cet exemple. Donc, on est exactement dans la situation de R2. Donc, on a U qui est 1, 1. Vous avez V 1, moins 1, et vous avez W 2, moins 1. Donc, vous avez 3 vecteurs. Si vous voulez, on dessine les vecteurs. Vous avez 3 vecteurs dans R2. Intuitivement, vous avez 3 vecteurs dans R2. Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? A priori, 3 vecteurs dans R2, est-ce que ça sera bien générateur? Donc, a priori, comme on a 3 vecteurs dans R2, ça va bien être une famille génératrice. Et pour obtenir une base, à votre avis, on va enlever combien de vecteurs? Donc, effectivement, on va enlever un vecteur pour avoir une famille qui en comporte à la fin plus que 2. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, d'abord, on va montrer que la famille, elle est génératrice de R2. Donc, je vous rappelle, montrer qu'une famille est génératrice, ça veut dire qu'on veut montrer que R2 égale le vecteur de U, V et W. Alors non, pas forcément W. On va en enlever un. Si vous voulez enlever W, on enlèvera W, mais on peut très bien enlever U ou V. Donc, montrer que la famille est génératrice, c'est montrer cette égalité d'ensemble. C'est une égalité d'ensemble. Pour montrer une égalité d'ensemble, il faut montrer une double inclusion. Il y en a une qui est toujours évidente. Celle qui va être évidente, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que U, c'est un vecteur de R2. V également, W aussi. Donc, par définition du vecte et le fait que R2 soit un espace vectoriel, je vous rappelle, si vous avez des éléments qui appartiennent tous au même espace vectoriel, alors le vecte,
C'est ce qu'on avait vu quand on a fait l'exercice la semaine dernière. Le vect est forcément inclus dans R2. Donc on a montré l'inclusion vect est inclus dans R2. Maintenant, on va montrer que R2 est inclus dans le vect. Donc ça, c'est la partie qui demande le plus de travail. C'est-à-dire, si on se prend un vecteur xy qui appartient à R2, alors est-ce que xy, on va pouvoir l'écrire comme une combinaison linéaire de UVW? S'écrire comme une combinaison linéaire de UVW, ça va bien répondre à la question « j'appartiens au vect ». Donc, on veut donc 3 nombres réels, on a 3 vecteurs, et donc la question c'est est-ce que xy, pardon, il n'y en a que 2, va pouvoir s'écrire comme A fois U plus B fois V plus C fois W. Si on est capable de résoudre ce système, alors on aura bien trouvé des valeurs de A, B et C pour obtenir cette combinaison linéaire. Donc, là, c'est une égalité entre vecteurs. Comme d'habitude, on va passer sur l'égalité des coordonnées. Donc, la première coordonnée, donc, nos inconnus ici, qui sont-ils? Il y a encore une fois plein de lettres. Donc, j'ai x, y d'un côté, j'ai A, B et C de l'autre. Les inconnus sont A, B et C, oui. Donc, on va les mettre à gauche. Donc, on a A plus B plus 2C qui doit être égal à x. Et on a A moins B moins C qui doit être égal à y. Donc, on résout ce système. Donc, la première ligne, je la conserve. A plus B plus 2C qui est égal à x. Maintenant, si on additionne les deux, donc je vais faire 1 plus L2, ça va faire disparaître les B ici au milieu. Donc, on va avoir 2A plus C qui est égal à x plus y. Donc, vous voyez, dans la deuxième ligne, on a pu faire disparaître B de l'équation. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir exprimer C en fonction de A. Donc, C, ça va être x plus y moins 2A. Maintenant, on va pouvoir remplacer dans la deuxième. Donc, vous voyez, on a exprimé C en fonction de A. Donc, ici, on va exprimer B en fonction des autres. Donc, B, c'est x moins A moins 2C. Donc, moins 2x plus y moins 2A. Et donc, ce qui nous donne, donc, C, c'est toujours x plus y moins 2A. Et B, donc on a x moins 2x, donc moins x. En y, on en a moins 2. Et en A, on en a 4 moins 1 plus 3. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure. Est-ce qu'on va bien être capable de trouver une combinaison linéaire qui fait ça? Est-ce que vous êtes capable de m'en donner une? Est-ce que vous êtes capable de me dire si je prends A égale quelque chose, alors B égale et C égale, et ça marche? Qu'est-ce qu'on peut voir à partir de cette dernière système? Les valeurs de A, B et C, en fait, A, on n'a aucune information sur A, donc ça veut dire que A va pouvoir prendre n'importe quelle valeur. Et une fois qu'on aura fixé une valeur de A, alors B et C vont être déterminés. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? De manière la plus simple, on pourrait prendre A égale 0. Alors si on prend A égale 0, forcément B doit être égal à moins x moins 2y, et C sera égal à x plus y. Donc finalement, maintenant, on peut remplacer dans cette ligne. On obtient que le vecteur xy
va être égal à 0 fois U plus B fois V, c'est-à-dire moins X moins 2Y fois le vecteur V, plus C fois le vecteur W, donc X plus Y fois le vecteur W. Donc finalement, on a quand même bien réussi à écrire notre vecteur XY qu'on avait fixé dans R2, on est capable de l'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs U, V et W. Donc XY appartient à vecteur de U, V et W. Et à la ligne précédente, on a bien écrit XY comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Donc ça permet de dire que R2, c'était XY appartenait à R2, donc on a bien montré que R2 est inclus dans l'ensemble vecteur de U, V, W. Donc par double inclusion, c'est mieux là? On a bien montré que R2 était égal à vecteur de U, V, W. Donc, comme on a montré que R2 c'était bien égal à vecteur de UVW, en fait, on vient de montrer que la famille UVW est une famille génératrice de R2. La question maintenant, c'est, on a une famille génératrice, c'est est-elle une base de R2? Alors, pourquoi ça ne va pas être une base de R2? Je vous rappelle, être une base, ça veut dire tout élément de R2 va s'écrire de manière unique comme une combinaison linéaire des éléments de notre soi-disant base. Ici, est-ce que la décomposition A fois U plus B fois V plus CW est unique? Ben, vous voyez ici, non. On peut prendre n'importe quelle valeur de A. En particulier, je peux refaire une autre décomposition en prenant A égale à 1. Si je prends A égale à 1, ou vous pouvez choisir n'importe quelle valeur de A, on obtient une nouvelle décomposition. On obtiendrait X, Y. Ça va donc être une fois U plus moins X moins 2Y. Donc il y avait 3A, donc ça fait plus 3 fois le vecteur V, plus X plus Y, il y avait moins 2A, donc ça fait moins 2 fois le vecteur W. Donc la décomposition du vecteur XY qu'on a choisi quelconque dans R2 n'est pas unique selon la famille UVW. Comme la décomposition n'est pas unique, donc la combinaison linéaire de XY dans la famille, donc dans la famille UVW n'est pas unique. Donc ça permet de dire que la famille UVW n'est pas une base. De R2. Tom? Est-ce qu'il y a un lien entre le fait qu'il y ait 3 vecteurs et qu'on soit dans R2? Ça aurait été valable dans R3 s'il y avait 3 vecteurs et qu'on était dans R3. Ça aurait été une base cette fois-ci. Ça dépend, parce que si on a deux vecteurs qui sont collinéaires, ils ne formeraient pas une base. D'accord. Okay. Mais effectivement, comme on est dans R2 et qu'on a 3 vecteurs, on voit que ça pose un problème. Si on fait un dessin, on voit qu'il y en a un de trop. Donc la famille n'est pas une base. En fait, comme on a montré qu'elle est génératrice, en fait, ce n'est pas une base parce que elle n'est pas libre. On a déjà montré que c'est génératrice. Si ce n'est pas une base, ça veut dire que la famille, elle n'est pas libre. Donc on est exactement dans la situation du théorème de la base extraite. On a une famille génératrice d'un espace vectoriel E, ici c'est R2. Alors on nous dit qu'on va pouvoir extraire une base de E. C'est-à-dire on va pouvoir enlever un vecteur pour que ça devienne une base. Alors la famille, elle n'est pas libre.
Par définition, parce qu'on a vu dans les propriétés des familles, ça veut dire que l'un des vecteurs peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Donc on peut en enlever un. Donc on peut par exemple très bien enlever W, mais vous pouvez enlever celui que vous voulez. Alors vous pouvez enlever celui que vous voulez. Vous enlevez U si vous voulez, vous enlevez V si vous voulez, ou vous enlevez W si vous voulez, mais vous en enlevez un par un. Donc maintenant, on va enlever W. Moi j'aime bien enlever le dernier, mais peu importe. Donc maintenant on considère la famille UVW. Donc on a enlevé donc W, c'est une combinaison linéaire de U et V. Comme on avait R2 qui était le vecteur de UVW, comme W est une combinaison linéaire de U et V, alors le vecteur de UVW reste le vecteur de U et V. Donc, on n'a pas besoin de redémontrer que c'est une famille génératrice. La famille UV est encore génératrice de R2. Donc, on a une famille génératrice. Pour montrer que c'est une base, il reste à montrer que cette famille est libre. Vous avez deux vecteurs dans E. Pour montrer que la famille est libre, comme vous avez deux vecteurs, vous pouvez utiliser la condition de collinéarité. Donc, le vecteur U, c'était le vecteur de coordonnées 1, 1. Le vecteur V, c'est le de coordonnées 1, moins 1. Vous voyez que si vous faites le rapport des coordonnées, 1 sur 1, ce n'est pas égal à 1 sur moins 1. Les vecteurs ne sont pas collinaires. Elisabeth? Donc, du coup, quand on a 3 vecteurs et qu'on nous demande de trouver une base, on en prend 2 qui ne sont pas collinaires et ça forme une base. Enfin, si on a une famille génératrice et qu'on a plusieurs vecteurs et qu'on en a 2 pas collinaires, ils forment une base. Si la famille n'était pas libre. Oui. Okay. Il faut bien la condition génératrice et la condition la famille n'est pas libre pour dire que quand j'en enlève un, la famille reste génératrice. Et le risque, c'est si on a une famille génératrice, parce que par exemple, si on se place dans R2, qu'on prend cet espace vectoriel-là, que je prends des éléments de cet espace vectoriel, si j'en prends un troisième aussi, si j'en enlève un, ça ne forme toujours pas une base. Ouais. Okay. Et du coup, les deux qu'on choisit, qu'on trouve non collinaires, on montre qu'ils sont pas, faut montrer que la famille n'est pas libre ou que la famille composée par les deux vecteurs qu'on choisit n'est pas libre. Il faut, une fois qu'on a les deux vecteurs, qu'on a décidé qu'on allait travailler avec U et V, donc maintenant la question c'est est-ce que cette nouvelle famille forme une base? Donc il faut de nouveau montrer est-ce que la famille est génératrice et est-elle libre? Donc la partie génératrice, il n'y a pas beaucoup de travail à faire parce qu'on l'a déjà beaucoup travaillé avant. On savait qu'avec 3 vecteurs, c'était déjà génératrice et que ces 3 vecteurs étaient liés. Liés, ça veut vraiment dire dans le sens propre qu'on connaît, ça veut dire qu'ils sont liés dans le sens combinaison linéaire. Donc W va être une combinaison linéaire de U et V. Si W est une combinaison linéaire formée à partir des vecteurs U et V, je peux l'enlever de la famille et ça reste générateur. Ok. Et ensuite, il faut donc justifier que les vecteurs forment bien une famille libre. D'accord, ok. Donc, maintenant, les vecteurs ne sont pas collinaires. Comme ils ne sont pas collinaires et qu'on avait deux vecteurs, ça veut donc bien dire que la famille U et V est une famille de vecteurs libres dans R2. Donc la famille, elle est libre, la famille, elle est génératrice. Donc ça veut dire que UV est une base
de R2. Donc, on était parti d'une famille à 3 vecteurs, UVW, et on a bien extrait, on a bien sélectionné à partir de cette famille à 3 vecteurs une famille plus petite qui devient une base. On a fait beaucoup d'exemples dans R2. Dans R2, par exemple, on avait parlé de la base canonique qui était les vecteurs 1, 0 et 0, 1. Ici, on a de nouveau une base avec les vecteurs 1, 1 et 1, moins 1. Pour que ce soit une base de R2, il faut qu'il y ait combien de vecteurs dans cette base? 2, oui. Une base de R2, il y aura toujours 2 vecteurs. Dans R3, pour que ce soit une base, à votre avis, il faudra combien de vecteurs dans la famille? 3, oui, 3 vecteurs. Vous voyez, ça correspond à l'exposant qu'on a dans R. Okay. Est-ce que ça va pour cet exemple d'extraction de base, Mallory? Donc c'est en fonction de R2 ou R3 qu'on sait le nombre de vecteurs qu'on doit retirer. Bah, alors ça, c'est de l'intuition qu'on commence à avoir, mais vous ne pouvez pas l'utiliser en disant, je sais, pour le moment en tout cas, vous ne pouvez pas l'utiliser en disant, il faut que j'ai 2 vecteurs pour que ça forme une base. Il faut le redémontrer à chaque fois. Montrer que votre famille avec 2 vecteurs est bien encore une base de R2. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais je ne comprends pas à quel moment on a montré que W c'était une combinaison linéaire de U et V. Cette partie-là? Oui. Alors, la famille UVW n'est pas libre. Si elle n'est pas libre, ça veut dire que la famille est liée. Si la famille est liée, par définition, ça veut dire qu'ils sont liés par une combinaison linéaire. Donc, ça veut dire que W va bien être une combinaison linéaire de U et V. Si tu veux, tu peux faire les calculs. Tu peux résoudre. Donc, le vecteur W, c'était 2 et moins 1. Tu peux essayer de chercher quel est le coefficient qu'il faut mettre devant le vecteur U, quel est le coefficient qu'il faut mettre devant le vecteur V pour que ça marche. Donc, résoudre ce système pour trouver A et B. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, d'accord. Et là, à partir de ça, comment on fait? On distribue le A sur les 2 coordonnées pour résoudre le système? Oui, donc ça veut dire que c'est... je vais aller de l'autre côté, ce sera mieux. Donc, on avait 2 moins 1 qui doit être égal à A fois 1, 1, plus B fois le vecteur 1 moins 1. Donc, il faut que coordonnée par coordonnée, ce soit égal. Donc, l'abscisse de tous ces vecteurs-là doit être égale. Donc, 2 doit être égal à 2 fois 1 plus B fois 1. Et moins 1, les ordonnées doivent toutes être égales. Donc, moins 1 doit être égal à A moins B. Et après, tu résous et tu trouves... ici, il me manque un A quand même. Donc, après, on résout. Donc, par exemple, si j'additionne les deux, donc les B vont se simplifier. Il me reste 2A qui va être égal à 1. Donc, je vais trouver A qui est égal à 1,5. Et donc, dans l'autre, on trouve que B va être égal à A plus 1. Donc, on a dit A, c'est 1,5. Et donc, B va être égal à 3,5. Donc, ça veut dire que 2 moins 1, c'est égal à 1,5 fois le vecteur U plus 3,5 fois le vecteur 1 moins 1. Donc là, on a bien écrit W comme une combinaison linéaire de la famille U et V. Donc là, on a bien montré que W est une combinaison linéaire de U et V, c'est-à-dire W à partir d'un vecteur de UV. Est-ce que ça va pour cette partie-là?
Est-ce que Oui, ça... c'est bon. Oui, c'est bon? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non, personne? Alors, donc là, on avait des familles génératrices. Donc, les familles génératrices, c'est celles qui ont trop de vecteurs. Donc, quand on a trop de vecteurs, on peut en extraire pour que ça devienne une base. Maintenant, on fait le contraire, enfin, on fait le raisonnement inverse, c'est-à-dire on a une famille libre. Donc, si la famille est libre, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de vecteurs. Et alors, à cette famille qui n'a pas trop de vecteurs, on peut en ajouter quelques-uns pour que maintenant, ça devienne une base. Donc, imaginez par exemple que vous travaillez dans R2. Vous avez un vecteur U. Donc, le vecteur U, s'il est tout seul, il forme bien une famille libre. On est d'accord? Mais il ne va pas être générateur de R2 tout entier. Par exemple, si vous prenez le vecteur, si vous prenez ce vecteur-là, xy, si U il est tout seul dans la famille, le vecteur xy ne pourra pas s'écrire comme une combinaison linéaire du vecteur U. Donc, il manque, vous voyez, dans R2, si vous avez un vecteur, il va manquer un vecteur dans la famille pour que ça devienne générateur et que ça devienne une base. Donc, quand vous avez une famille libre, on peut la compléter, on peut ajouter des vecteurs dans la famille pour qu'elle devienne génératrice et qu'elle devienne donc une base. Alors, comment on complète les vecteurs? Souvent, on va travailler dans R2, dans R3, ou alors on va travailler dans les polynômes. Et donc, quand vous travaillez dans les polynômes, vous connaissez la base canonique. Donc, par exemple, dans R2, vous savez que la base 1, 0, formée des vecteurs 1, 0 et 0, 1, vous savez que ça, c'est une base. Donc, par exemple, avec le vecteur U, je pourrais ajouter essayer de voir est-ce que si je rajoute un vecteur de la base, est-ce que ça fonctionne? Donc souvent, c'est ce qu'on fait. Quand on a une famille libre dans un espace vectoriel de référence dont on connaît une base canonique, on essaye d'ajouter les vecteurs de la base canonique pour voir si ça fonctionne. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on a deux vecteurs dans R3. Il y a 3 coordonnées, on est bien dans R3. Et donc, on veut montrer que la famille est libre. Alors, deux possibilités. Vous pouvez utiliser la définition de la famille libre, ou alors, comme vous avez deux vecteurs dans R3, vous pouvez étudier la collinéarité de ces vecteurs. Donc, si on fait le rapport des coordonnées, donc 2 sur 2 qui fait 1, ce n'est pas égal à moins 2 sur moins 1. Donc, U, V ne sont pas collinéaires. Donc, la famille formée des vecteurs U et V est une famille libre. Donc, on a bien une famille libre. Est-ce qu'elle est génératrice de R3? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut générer, est-ce qu'on peut engendrer tous les vecteurs par combinaison linéaire de R3? Alors, si la réponse est non, il faut donc donner un exemple d'un vecteur de R3 qui ne va pas être une combinaison linéaire de U et V. Donc, effectivement, si on prend 1, 0, 0, donc si on prend 1, 0, 0, qu'on essaye de l'écrire comme A fois 2 moins 1, 2 plus, on essaye. Est-ce que le vecteur 1, 0, 0 est une combinaison linéaire des deux vecteurs U et V? Donc, on résout. Ça voudrait dire que 2A plus 2B doit être égal à 1. Identité des abscisses. Moins 2A moins B doit être égal à 0. Et 2A plus 2B doit être égal à 0. Identité, égalité des troisièmes coordonnées. Vous voyez, ici, il y a quelque chose d'absurde. La première ligne et la deuxième ligne, c'est à chaque fois 2A plus 2B. Mais une fois, ça doit être égal à 0. La deuxième doit être égale à 1. Donc, vous voyez, ça, c'est complètement absurde. Donc, il n'y a pas de solution. Ce système n'a pas de solution. Si ce système n'a pas de solution, ça veut bien dire que votre vecteur 1, 0, 0 ne va pas pouvoir s'écrire comme une combinaison linéaire des deux vecteurs U et V. Donc, ça veut dire que notre vecteur 1, 0, 0 n'appartient pas à vect
de UV. N'appartient pas au vecteur, ça veut bien dire il ne s'écrit pas comme une combinaison linéaire de U et V. C'est ce qu'on a démontré ici. S'il ne s'écrit pas comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, ça veut bien dire que la famille U et V n'est pas génératrice de R3. Il y a certains vecteurs de R3 qui ne s'écrivent pas comme combinaison linéaire de cette famille. Vous en avez trouvé un. Donc la famille n'est pas génératrice, donc ça veut dire que la famille avec les deux vecteurs U et V n'est pas une base. Donc on est dans le cadre de notre théorème, on a une famille libre, et donc on va être capable de la compléter pour former une base. Donc on veut compléter pour que ça devienne une base, donc il ne faut pas perdre votre caractère libre de la famille. On avait vu une propriété dans le cours qui dit que si vous voulez ajouter un élément dans une famille libre, donc si vous avez une famille libre et que vous voulez ajouter un élément dans votre famille libre, pour que la famille reste libre, il faut que l'élément que vous ajoutez ne soit pas une combinaison linéaire de la famille initiale. Bah, vous voyez, on est exactement dans ce cadre-là. Vous avez un vecteur, donc celui-là, on va par exemple l'appeler W. Vous avez un vecteur W qui n'est pas une combinaison linéaire de votre famille, donc par propriété des familles libres, la famille UVW est libre. Ça, c'est la propriété qu'on avait vue. Ici, ajout d'une famille libre. Si vous avez une famille libre et que vous avez un autre vecteur que vous voulez ajouter, la famille complétée reste libre si et seulement si l'élément que vous ajoutez n'était pas combinaison linéaire de la famille initiale. Donc c'est exactement ça qu'on a utilisé ici. Donc on avait bien une famille libre, un vecteur qui n'est pas combinaison linéaire de cette famille, donc je peux l'ajouter et ça reste libre. Donc on a une famille de 3 vecteurs qui est libre. La question maintenant c'est est-ce que cette famille est une base? Donc maintenant il faut montrer que la famille UVW est génératrice de R3. Donc UVW, ils appartiennent tous à R3, ce sont 3 vecteurs de R3. Donc le vecteur de UVW est bien un sous-ensemble de R3 par propriété des vecteurs. Pour montrer maintenant que c'est une famille génératrice, on prend n'importe quel vecteur x, y, z de R3 et la question va donc être de justifier, de démontrer que votre vecteur x, y, z s'écrit comme une combinaison linéaire du vecteur. Donc on a besoin de 3 coefficients parce qu'il y a 3 vecteurs. Donc c'est 3 coefficients réels. Et donc x, y, z, la question c'est est-ce que je peux l'écrire comme a fois u plus b fois b plus c fois w. Ici, les inconnus, c'est a, b et c. Donc a fois u, donc on va avoir 2a plus 2b plus c. W, je vous rappelle, c'est le vecteur 1, 0, 0, qui doit être égal à x. Ensuite, nous avons moins 2a moins b plus 0 fois c, qui est égal à y. Et enfin, 2a plus 2b plus 0 fois c égale z. Donc maintenant, il faut résoudre ce système. Vous voyez ici, les premiers termes sont exactement les mêmes. Donc si je fais L3 moins L1, 2a, 2b se simplifie. Il me reste moins c qui va donc être égal à z moins x. Ou encore, donc si j'inverse, moins z plus x, j'ai multiplié par moins 1 en même temps. Donc on connaît déjà la valeur de c. Donc maintenant, on va pouvoir additionner, je peux additionner la ligne 1 et la ligne 2, ça va faire disparaître le moins 2a. Donc je fais ligne 2
plus ligne 1. Donc les deux A s'annulent. Il me reste B plus C, qui va donc être égal à Y plus X. N'oubliez pas de faire les opérations sur le second membre, hein. Et donc on a 2A plus 2B plus C qui est égal à X. Donc C égale à X moins Z. Donc B, c'est Y plus X moins X plus Z. Donc il nous reste Y plus Z. Et donc finalement, A serait égal à 1 demi de X moins 2B moins C. On va prendre une ligne supplémentaire. Donc on a X moins Z, on a B qui est Y plus Z, et donc A qui va être égal à 1 demi de X moins 2Y moins 2Z moins C, donc moins X plus Z. Donc A, donc les X se simplifient encore. En Y, donc il y en a moins 2 divisé par 2, il me reste moins Y. En Z, donc il va m'en rester moins 1 demi. B, c'est toujours Y plus Z. Et C, c'est donc X moins Z. Donc finalement, on a bien montré que on est bien capable de déterminer des coefficients A, B et C. Alors bien évidemment, ils dépendent des coordonnées du vecteur qu'on a choisi. On est donc bien capable d'écrire notre vecteur X, Y, Z va donc s'écrire comme A fois U, c'est-à-dire moins Y moins une demi fois de Z fois le vecteur U, plus B fois le vecteur V, plus C fois le vecteur W. Donc on a bien montré que n'importe quel vecteur de R3 s'écrit comme une certaine combinaison linéaire des vecteurs U, V et W. Donc la famille UV-W est bien génératrice de R3. Elle est libre et génératrice. C'est donc une base. Mathéo? Est-ce qu'on pourrait pas montrer qu'ils sont pas collinéaires et vu qu'il y a 3 vecteurs et qu'on est dans R3, ça suffit ou pas? Non, la condition de collinéarité, c'est exclusivement pour 2 vecteurs. Ok, d'accord. Remarquez que donc on a une nouvelle base de R3 formée des vecteurs U, V et W. Et là, qu'est-ce qu'on vient de trouver? C'est quoi là ce que j'encadre? En rouge, ça correspond à quoi? Oui, ce sont les coordonnées. Donc X, Y, Z, là vous voyez en fait, X, Y, Z, ce sont les coordonnées du vecteur dans la base canonique. Donc vous avez un vecteur quelconque de R3, bah, en fait, avec le calcul qu'on vient de faire, voilà les coordonnées, les nouvelles coordonnées de ce vecteur dans la base U, V, W. Et donc ça termine ce chapitre d'espace vectoriel. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris un petit peu les principes, les éléments clés de ce chapitre? Est-ce que quelqu'un a des questions? Tom, c'est une question? Non. Personne d'autre question? Nous, on a tout compris. Je suis une super prof à distance.
Bon, bah, on verra ça. Oui, c'est sûr qu'il faut travailler. Vous voyez, à chaque fois qu'on a fait des exercices, des exemples, à chaque fois on a résolu des systèmes. Il faut vraiment être au point sur les résolutions de systèmes et essayer de faire le moins d'erreurs possible. Parce que sinon, vous vous rendez bien compte que si vous vous plantez dans la résolution de système, vous vous plantez sur l'exercice. Ce serait dommage de vous planter. Si vous connaissez les méthodes, ce serait dommage de vous planter sur des questions de résolution de système. En rouge, c'est les coordonnées du vecteur x, y, z dans la base U, V, W. C'est les nouvelles coordonnées dans notre nouvelle base. Ok, on peut passer aux exercices. Alors, on va prendre un nouveau document. C'est ça. Ok. Alors, on va passer au TD. Alors, on va commencer par l'exercice 13, celui qui était le plus important. Donc, l'exercice 13, ainsi que l'exercice 12 que nous avons fait la semaine dernière, c'est vraiment des exercices et des raisonnements types qu'il faut être capable de faire et de mener sans erreur maintenant qu'on a terminé le chapitre. Donc, exercice 13. Donc, vous avez F. Donc, c'est un ensemble de R4 tel que X, Y et Z doivent vérifier ces deux équations. Alors, intuitivement, pourquoi ça va bien être un espace vectoriel? Le et, ça veut dire que vous faites une intersection, c'est un système. Donc, c'est un système de deux équations, et les deux équations sont bien des équations linéaires, avec second membre est égal à 0. Donc, d'après ce qu'on avait dit la semaine dernière, F va bien être un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de R. Alors, première méthode, donc la question vous demande de montrer que c'est un espace vectoriel, puis de déterminer une base. Première possibilité, vous faites les 3 points d'un sous-espace vectoriel. Donc, F est bien inclus dans R4. Le vecteur nul de R4 appartient bien à F. Et ensuite, vous montrez que F est stable par combinaison linéaire. Donc ça, c'est la méthode 1. Méthode 2 qui nous fait gagner du temps. On veut déterminer ensuite une base de F, donc il va falloir déterminer une famille génératrice. Pour déterminer une famille génératrice, on va devoir écrire F comme le vecteur d'un certain nombre de vecteurs. Si on arrive à écrire F comme le vecteur d'une certaine famille de vecteurs, alors par définition du vecteur, on aura une famille génératrice. On aura, un espace vectoriel. Ce qui fait qu'on obtiendra gratuitement la réponse à la première question. Donc ça nous fait gagner du temps. Donc on va utiliser cette méthode-là. Donc, d'abord, on va déterminer une famille génératrice et ensuite, la famille génératrice qu'on va obtenir, on va montrer qu'elle est libre. Donc, on prend un vecteur de R4 quelconque et ensuite, on va travailler sur l'appartenance à l'ensemble F. Alors, dire que notre vecteur appartient à F, ça veut dire que donc ces coordonnées vérifient les deux équations. En même temps. Et donc maintenant, il faut être capable d'exprimer ça comme ce qu'on a fait dans les exemples précédents. C'est-à-dire, on va essayer d'écrire une ou deux ou trois coordonnées en fonction des autres. Vous voyez, ici, on a 4 coordonnées, on a 2 équations. À votre avis, il y a combien de paramètres qui vont arriver? Oui, on a 2 qui vont arriver. Donc, s'il y a 2 paramètres qui vont arriver, ça veut dire qu'il y a 2 autres coordonnées qui vont s'écrire en fonction de ces 2 autres paramètres. Alors, on va donc faire L2 moins L1. Donc, on a x plus y plus z qui est égal à 0. Si on fait L2 moins L1, pourquoi je fais ça? Parce que ça va faire disparaître le x. Donc, les x disparaissent.
moins 2y moins y, donc on a moins 3y. Pourquoi j'ai mis un 4 là? 4t. Donc on a moins z. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et donc, plus 4t est égal à 0. Alors, Elisabeth posait une question. J'ai pas trop compris la deuxième méthode pour le début. Pourquoi faire les 3 démarches à gauche? Si on arrive à trouver une famille génératrice, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Si on arrive à trouver une famille génératrice, c'est-à-dire si on arrive à faire cette écriture-là. Par définition, le vect est toujours, par définition, c'est un sous-espace vectoriel de R4. Sans rien à faire, sans rien à démontrer, juste en utilisant la définition, le vect, c'est un sous-espace vectoriel de R4 parce qu'on travaille dans R4. Si on arrive à écrire F comme le vect, c'est un sous-espace vectoriel. Si les deux ensembles sont égaux, alors celui de gauche est aussi un sous-espace vectoriel. Donc on obtient gratuitement que F est un sous-espace vectoriel, en plus d'obtenir la famille génératrice. Est-ce que ça va, Elisabeth? Ok, parfait. Alors, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Là, c'est bon. Ok. Donc, dans la deuxième ligne, on voit que Y, on va pouvoir l'écrire comme en fonction de Z et de T, et donc ensuite, on va pouvoir remettre ça dans la première ligne. Et donc, X va pouvoir s'écrire en fonction de Z et de T. Donc, on obtient que Y, donc ça va être 1/3 de moins Z plus 4T. Et donc, X, ça va être moins Z moins Y. Donc, on obtient moins Z plus 1/3 de Z moins 4/3 de T. Donc, moins Z plus 1/3. Donc, on obtient X qui est égal à moins 2/3 de Z moins 4/3 de T. Et Y, c'est donc moins 3/3 de Z plus 4/3 de T. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes calculs? Je n'ai pas fait d'erreur. Donc finalement, on a réussi à exprimer deux coordonnées. Donc on a les deux coordonnées x, y en fonction de z et de t. Donc on va pouvoir remplacer dans notre vecteur initial. Donc x, y, z, t. Donc x, c'est moins 2/3 de z, moins 4/3 de t. Y, c'est moins 1/3 de z, plus 4/3 de t. Z, bah, c'est z, et t, c'est t. Donc nos paramètres sont z et t. Donc maintenant, notre vecteur, ici, on va pouvoir le séparer comme la somme d'un vecteur qui dépend de z, plus un vecteur qui dépend uniquement de t. Donc on a x, y, z, t. Donc le vecteur en z, on a moins 2/3 de z. On a moins 1/3 de z. On a z. Et on a 0z dans la quatrième coordonnée. Puis on a la partie en t, donc moins 4/3 de t. 4/3 de t. Ici, il y a 0t. Et là, il y a t. Maintenant, z, c'est un paramètre qu'on va donc pouvoir faire sortir du vecteur. Alors, donc, on obtient z fois le vecteur moins 2/3, moins 1/3, 1, 0. Et on fait pareil avec t, fois le vecteur, donc moins 4/3 de t, 4/3
Ah bah, il n'y a plus le T, pardon. 0 et 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que le vecteur x, y, z, t appartient à vect du premier vecteur, donc c'est moins 2 tiers, moins 1 tiers, 1, 0, et avec le vecteur moins 4 tiers, 4 tiers, 0, 1. Donc finalement, on a montré que f, comme on a raisonné par équivalence, depuis le début, on a raisonné par équivalence, x, y, z, t appartient à f si et seulement si x, y, z, t appartient au vect. Donc, on a montré que l'ensemble f est donc égal au vect de ces deux vecteurs. Donc, on a réussi à montrer que f c'est égal à un vect, donc après ce qu'on a dit au début. Donc, vect, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, ça permet d'obtenir que f est un sous-espace vectoriel de R4. R4, pourquoi? Parce que chacun des deux vecteurs ici est un vecteur de R4. Donc, le vect de ces deux vecteurs est un sous-espace vectoriel de R4. Et en plus, comme c'est le vect, ça veut dire que ces deux vecteurs forment une famille génératrice. Donc, de toute façon, ce calcul, il fallait le faire pour obtenir une famille génératrice. Ça, on ne peut pas y échapper. Et donc, on obtient gratuitement, sans effort supplémentaire, que c'est un espace vectoriel. Alors, est-ce qu'on a envie de travailler avec des 1 tiers? Donc, travailler avec des 1 tiers, c'est quand même pas très agréable. Est-ce que vous vous souvenez, on avait dit, on peut multiplier les éléments d'une famille génératrice par une constante, ça reste une famille génératrice. Donc, je peux multiplier le premier vecteur par 3, et je peux multiplier également le deuxième vecteur par 3. Donc, j'obtiens la famille moins 2, moins 1, 3, 0, moins 4, 4, 0, 3. J'ai multiplié les deux vecteurs par 3, comme j'ai multiplié les vecteurs d'une famille génératrice par un scalaire, par une constante, alors ça reste une famille génératrice. Et ça, c'est quand même plus agréable que travailler avec des tiers. Donc celui-là, je l'appelle U, celui-là, je l'appelle V. Et donc, on a montré que la famille UV, comme c'est un vect, c'est une famille génératrice. De notre ensemble F. Donc, effectivement, la famille génératrice, c'est les vecteurs qui sont dans le vect, qu'on va appeler U et V. Est-ce que vous avez des questions sur la partie famille génératrice? Alors, d'expérience, la partie qui est un petit peu problématique, c'est celle-là. Quand on manipule un petit peu les vecteurs pour faire apparaître la famille génératrice, est-ce que ça va, les calculs, les étapes qui sont là? Est-ce que quelqu'un a des questions sur les calculs? Alors, on peut les exprimer dans le sens qu'on veut. Ici, on a exprimé x et y en fonction des deux derniers, mais on pourrait très bien exprimer x et z en fonction de y et t. Peu importe. Vous allez juste obtenir une autre famille génératrice, mais c'est pas très important. Enfin, c'est quand même correct. Donc, on a une famille génératrice, on voulait obtenir une base. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce que cette famille génératrice est une famille libre? Alors, comme on a deux vecteurs dans R4, être libre, c'est être non collinéaire. J'ai plus les coordonnées. Donc, pour montrer que ce n'est pas collinéaire, donc on va faire le rapport des coordonnées. Donc, je vais le faire là. Moins 2 sur moins 4, ce n'est pas égal à moins 1 sur 4.
Donc U et V ne sont pas collinaires. Donc attention, la condition de passer par la collinéarité, ça marche exclusivement si vous avez 2 vecteurs. Ici, vous avez bien 2 vecteurs. Donc non collinaire. Donc ça nous permet de dire que la famille UV est une famille libre. Donc UV est génératrice, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, plus elle est libre, c'est ce qu'on vient de faire. Donc ça nous permet de dire que UV est une base de F. Donc voilà une base de notre ensemble F. Et donc ça termine cet exercice 13. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Alice? Moi, j'avais pas réussi à exprimer, du coup, comme on a fait, on a sorti le Z et le T des parenthèses pour obtenir vect. Et Ouais. avant, j'avais fait la vérification, du coup, ça marchait. Enfin, j'avais quand même réussi à montrer que c'était un sous-ensemble. Et en fait, j'avais posé, du coup, moi, j'ai exprimé X et Z en fonction de Y et T. Et du coup, Oui. j'avais posé Y égale 1, T égale 0 et ensuite l'inverse. Et j'avais obtenu 2 vecteurs. Est-ce que je pouvais dire que ces 2 vecteurs, ils faisaient la base ou pas? Alors c'est dangereux de poser X égale et... Enfin, je sais plus ce que tu as dit. Parce que Oui, Y et T. pour Y et T et donner certaines valeurs, parce que rien t'assure que pour ces valeurs-là, on reste bien dans l'ensemble. Oui, du coup, j'aurais dû revérifier après Oui. que ça marchait. Oui, Oui. ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Personne? Ok. Alors, si vous voulez vous entraîner encore sur ça, donc il y a l'exercice 14 qui est exactement les mêmes méthodes. Vous avez 2 sous-ensembles F et G définis par des équations linéaires et il faut à chaque fois montrer que c'est des espaces vectoriels et en déterminer une base. Ok. Alors, pour aujourd'hui, il y avait également l'exercice, la fin de l'exercice 6 et l'exercice 9. Lequel voulez-vous que l'on fasse, Elisabeth? Elisabeth, une question? Oui, j'ai une question sur le 13. Pour le début, là, pour montrer plus rapidement que F, c'est un sous-ensemble vectoriel. Oui. Vous avez dit qu'on peut montrer que F égale vect de vecteur, mais du coup, je comprends pas, parce que quand on a des fonctions, je comprends pas quel vecteur faut montrer. Enfin, faut montrer que c'est le vect de quoi? Si on a des ensembles de fonctions? Oui. Bah là, comme dans l'exemple là. Mais là, c'est pas des fonctions, là. Là, c'est des vecteurs de R4, on n'est pas avec des fonctions. Là, on a bien montré que F, c'était vect de 2 vecteurs de R4, U et V. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'on a montré ça? Oui. Oui. Donc, on a bien F qui est le vecteur de 2 vecteurs de R4. U et V sont chacun des vecteurs de R4. C'est des vecteurs avec 4 coordonnées, ils appartiennent bien à R4. Oui. Par définition, vect de U et V va être un sous-espace vectoriel de R4. Ça, c'est la définition du vect. Oui. Donc la partie de droite, par définition, c'est un sous-espace vectoriel de R4, comme il est égal à F. F est lui-même un sous-espace vectoriel de R4. Oui.
Oui, est-ce que ça répond à ta question? Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est dans la première partie, ce qu'il aurait fallu faire. Dans cette Parce que moi, partie-là? oui, moi j'ai fait ça, ce que vous venez d'encadrer, Oui. mais vous avez dit que pour aller plus vite, on peut montrer que f est égal à vec de u et v du coup. Mhm. Et je vois pas comment, à partir de la définition de f, comment montrer ça. Comment montrer ça ou comment montrer la méthode 1? Non, à gauche, au milieu à gauche, ça oui. Ça? Oui. Bah, c'est tout le calcul qu'on a fait ici, en fait. Donc là, en fait, on a montré que c'était un sous-espace vectoriel en même temps que déterminer la base. C'est ça. C'est pour ça qu'on gagne Ah, du temps d'accord. et que c'est plus efficace. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, personne n'a de questions. Alors, visiblement, vous avez l'air d'être plus intéressé par l'exercice 9. Donc, on va corriger l'exercice 9. Alors, l'exercice 9, donc cette fois-ci, peut-être certainement, j'imagine, ce qui vous a dérangé, c'est que vous avez des complexes. Il ne faut pas avoir peur des nombres complexes. Donc, cette fois-ci, on travaille dans C2. Donc, on travaille dans C2. Donc, C2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des éléments Z1, Z2. Z1 appartient à C et Z2 appartient à C. C'est des couples de complexes. C2. Alors, la question, c'est, on veut montrer que la famille V1, V2, donc les deux vecteurs sont donnés dans l'énoncé, on veut montrer que c'est une base de C2. Donc, V1, c'est le vecteur 1 plus I, 1 moins I. Vous êtes d'accord, il appartient bien à C2. Sa première coordonnée est bien un élément de C. Sa deuxième coordonnée est bien un élément de C. Et V2, c'était 2I, 3. Il appartient bien également à C2. Donc, on a une famille composée de deux vecteurs de C2 et on veut montrer que c'est une base de C2. Donc, C2, c'est un C-espace vectoriel. On travaille ici avec les complexes. Donc, maintenant, ça veut dire que les scalaires, les nombres par lesquels on va multiplier, sont des nombres complexes. Donc, montrer que c'est une base, ça veut dire que si on fixe un élément Z qui appartient à C2, donc Z, on va donc pouvoir l'écrire comme Z1, Z2. La question, c'est est-ce que Z, je vais pouvoir l'écrire de manière unique comme A fois V1 plus B fois V2. On utilise la définition d'être une base. La famille V1, V2 est une base si et seulement si, pour tout élément qui appartient à C2, il existe des uniques coordonnées, A, B, C, cette fois-ci, qui sont des nombres complexes, tels que Z sera égal à A fois V1 plus B fois V2. Est-ce que ça va sur qu'est-ce que l'on souhaite démontrer? Donc A et B ici, ce sont nos inconnus, c'est ce qu'on cherche. Donc nos inconnus sont cette fois-ci des nombres complexes. Donc on a ici une égalité entre vecteurs, on part sur l'égalité des coordonnées. Donc la première coordonnée de Z, c'est Z1. La deuxième coordonnée, c'est Z2. Donc ça doit être, la première coordonnée doit être égale à A fois la première coordonnée de V1, c'est-à-dire 1 plus I, plus B fois la première coordonnée de V2, c'est-à-dire 2I. Là, on fait l'égalité des coordonnées. On fait pareil pour la deuxième coordonnée. Donc la deuxième coordonnée de V1, c'est 1 moins I, plus B fois la deuxième coordonnée, donc 3. Ici, il faut bien avoir en tête quels sont nos inconnus. Nos inconnus sont A et B.
Donc, il faut réussir à résoudre ce système d'inconnus A et B. Est-ce que ça va sur ce que l'on veut faire? Donc, maintenant, on résout ce système. Alors, pour résoudre ce système, donc on utilisera la méthode du pivot. Donc, n'oubliez pas, nos inconnus sont A et B. Z1 et Z2, ce sont des données de l'énoncé, ce sont les coordonnées de notre vecteur Z qu'on a fixé. Donc, Z1 et Z2 sont également fixés. Les inconnus sont A et B. Donc, vous voyez ici, on a A, 1 plus I et 1 moins I. Donc, je vais multiplier chaque ligne par son expression conjuguée. Comme ça, on aura exactement le même coefficient pour A. Donc, la ligne 1, je la multiplie par 1 moins I. Et la ligne 2, je la multiplie par 1 plus I. Donc, on n'oublie pas de le faire sur le second membre. Donc, on a 1 moins I de Z1 qui est égal à alors 1 plus I fois 1 moins I, donc c'est identité remarquable, ça va nous faire 2. Ça va nous faire 1 au carré moins I au carré, ce qui nous fait 2. Plus, donc on a 2I fois 1 moins I fois B. On fait pareil avec la deuxième ligne, on multiplie par 1 plus I. Donc on a 1 plus I de Z2 qui va être également égal à 2A plus 3 fois 1 plus I fois B. Pourquoi j'ai fait cette manipulation-là en premier? Comme ça, maintenant, je vais pouvoir faire ligne 2 moins ligne 1 pour annuler la partie en A. Donc, 1 moins I de Z1. La première ligne, donc, elle reste identique. 2A plus 2I, 1 moins I fois B. Donc, on va faire ligne 2 moins ligne 1. Et donc là, il faut être un petit peu courageux. Alors, 1 plus I de Z2 moins 1 moins I de Z1. Là, j'ai fait sur le second membre. Donc, les A s'annulent. Et donc, on a 3 de 1 plus IB moins 2I de 1 moins IB. Là, si vous faites les calculs et que vous simplifiez un petit peu, il vous reste 1 plus I de B. Donc, je vous laisse développer. Il y a plein de choses qui s'annulent. Il vous reste ça. Donc, la deuxième ligne nous donne que B, donc je divise par 1 plus I. 1 plus I, c'est bien différent de 0. Donc, il nous reste Z2 moins 1 moins I sur 1 plus I de Z1. Après, on remet dans la première ligne. Et donc, je vous laisse faire les calculs. Ça n'a pas grand intérêt de juste suivre les calculs sur l'ordinateur. Pour moi, en plus, à écrire, c'est ultra pénible. Donc, je vous laisse faire les calculs intermédiaires si vous en avez besoin. Vous remplacez dedans, dans la première ligne, la valeur de B. Et vous obtenez moins 1 plus I de Z2 plus 3 demi de 1 moins I de Z1. Le 1 moins I sur 1 plus I, vous pouvez faire les calculs. 1 moins I sur 1 plus I, si vous multipliez par l'expression conjuguée du dénominateur, toute cette partie-là, ça fait moins I. Donc avec le moins qui est devant, ça c'est aussi égal à Z2 plus I fois Z1. Donc finalement, votre vecteur Z peut s'écrire comme le A qu'on a trouvé là, fois le vecteur V1, plus le B, fois le vecteur V2. Et vous voyez, ici, il y a unicité de la solution. Z1 et Z2 sont fixés. Une fois que Z1 et Z2 sont fixés parce qu'on a fixé le vecteur Z, A et B n'ont pas d'autre solution que d'être égales à ces valeurs-là exactement. Il n'y a qu'une seule solution. La solution ici est unique.
si la solution est unique, ça veut bien dire que la famille V1, V2 est une base de C2. Et en plus, ça répond à la question 2 en même temps. Les coordonnées du vecteur, les coordonnées du vecteur Z dans cette base, c'est A et B, c'est les expressions qu'on a déterminées ici en résolvant le système. Est-ce que ça va? Mis à part les calculs sur les nombres complexes, Tom? Du coup, il ne fallait pas raisonner en disant que Z, c'était... Enfin, moi, j'avais mis X plus Y et X' plus Y', mais après, dans les calculs, ça faisait n'importe quoi. Du coup, il faut Bah raisonner oui, avec Z1 et Z2. oui, parce que si tu dis que Z, donc toi tu avais dit Z c'est X plus Y, c'est ça? Mais... Ça c'est appartient à C. Non, j'avais mis Z égale à X plus Y, virgule X' plus Y'. Ok. Bah alors le problème c'est qu'ici donc tu vas avoir 4 paramètres et donc en fait il faut faire la même chose avec V1 et V2, donc il faut à chaque fois. Donc on a ici l'égalité, donc de toute façon ça part de la même ligne ici. Et donc en fait toi tu as X plus Y qui doit être égal à A de 1 plus I plus 2BI. Et donc après, tu identifies les parties réelles et les parties imaginaires. Donc en partie réelle, tu aurais X qui est égal à A et Y qui doit être égal à A plus 2B. Et puis il faut faire pareil avec Z2. En fait, tu as juste trop de... C'est pas utile en fait. Tu te complexifies les calculs pour rien. Ouais, ça faisait n'importe quoi au final. Ça marche, mais les calculs sont juste un peu plus longs que de passer directement avec les complexes. D'accord, ok. Merci. Alors, comment savoir si on est prime en fonction de quoi? Alors, il faut bien se poser la question, qu'est-ce que je veux faire? Traduire en français, montrer que c'est une base de C2. Montrer que c'est une base de C2, ça veut dire que tout élément de C2 va s'écrire de manière unique comme une combinaison linéaire de V1, V2. Il faut faire l'effort de faire cette phrase en français pour traduire ce qui vous est demandé. Une fois que vous avez fait cette phrase en français, bah, vous exprimez qu'est-ce que ça veut dire que tout élément Z de C2 s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de V1, V2. Combinaison linéaire de V1, V2, ça veut dire que Z s'écrit comme une combinaison linéaire de V1, V2. Et l'unicité, ça veut dire que A et B seront uniques. Et pour savoir s'ils sont uniques, et savoir si déjà cette combinaison linéaire elle existe, ça veut dire qu'il faut résoudre le système. Et les inconnus sont bien les coefficients de la combinaison linéaire. Alors, comment on trouve les coordonnées? Une fois qu'on a fait les calculs, on trouve les valeurs de A et B, qui sont là. Ça veut dire que si on remplace dans la première ligne par laquelle on est parti, ça veut dire que Z, c'est ce coefficient-là fois V1 plus B fois V2. Définition des coordonnées. Les coordonnées sont les coefficients devant les vecteurs de la base. Donc les coefficients ici sont A et B. A et B sont les coordonnées de Z dans la base V1, V2. Parce que ce sont les coefficients qu'on a dans la combinaison linéaire. Ça va, Elisabeth? Ça répond à ta question ou pas? Donc, dans la question 2, ce qu'il fallait, c'est donner A et B. Oui, bah en fait, ils sont là. Oui, parce que je pensais que, enfin, je sais pas, dans ma tête, il fallait trouver indépendamment de Z1, Z2.
Bah, en fait, ici, on se rend bien compte que les coordonnées dépendent du vecteur z qu'on se fixe. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet exemple, sur cet exercice avec les complexes? Donc, je suis d'accord, c'est certainement un peu plus compliqué, il y a des nombres complexes, mais le principe, c'est exactement le même, simplement les calculs ici se font avec des nombres complexes au lieu de se faire avec des nombres réels. Alors, rapidement, à l'oral, l'exercice 6, la question B, la famille UVW était libre ou liée? Donc, effectivement, la famille est libre, donc vous résolvez le système et vous trouvez que forcément les coefficients de la conjugation linéaire sont A égale B égale C égale 0. Donc la famille UVW de la question B est une famille libre. Si maintenant on fait la même chose avec la famille C, la seule chose qui change, c'est qu'on a changé le troisième vecteur W. Effectivement, on obtient une famille liée. Quand vous obtenez une famille liée, exhibez, montrez une combinaison linéaire. Donc, si on résout A fois U plus B fois V plus C fois W égale 0, donc à la fin, on nous trouve A égale moins C et B égale 2C. Donc, ça veut dire que vous pouvez prendre par exemple C égale à 1 et on obtient une combinaison linéaire particulière. On obtient par exemple U moins U plus 2V plus W égale 0. Donc, si vous avez trouvé une famille liée, montrez, écrivez une combinaison linéaire particulière avec les coefficients qui sont bien tous non nuls, qui fait 0. Ici, c'est le 0 de R3, le vecteur nul de R3. Donc, la famille, c'est là que ça vous permet de conclure que la famille est liée. Ok. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, pour jeudi, vous avez l'exercice 15 en particulier à faire. Donc, l'exercice 15, c'est vraiment un exercice bilan qui met en jeu un peu toutes les notions qu'on a vues pendant ce chapitre. C'est typiquement un début de... Enfin, c'est vraiment les questions élémentaires qu'il faut savoir faire sur ce chapitre-là. Donc, prenez vraiment le temps de bien réfléchir sur cet exercice 15 et le but, l'idéal, ce serait que tout le monde arrive à faire cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce que nous avons fait aujourd'hui? Non, personne? Ok. Alors, dans ce cas-là, je vous souhaite